Depuis 1945, la technologie n'a pas pris de vacances. On est passé des bombes artisanales à un monde où la paix s'achète par la peur. On parle depuis d'équilibre de terreur, course aux armes, traités, doctrine, c'est le menu du jour. Récemment, on a entendu Donald Trump demander la mise en mouvement de sous-marins américains vers la Russie pour intimider Poutine. Bon, alors, je vais nuancer un peu tout ça parce qu'on va le voir, mais ce genre de déclarations sont absolument impossibles à vérifier. Aujourd'hui, l'arme nucléaire a surtout un rôle de dissuasion. Qui appuiera sur le bouton? Eh ben, a priori, personne. Les bombes de 1945 et celles d'aujourd'hui, c'est pas vraiment la même catégorie. Les armes modernes sont immensément plus destructrices, plus petites, plus précises. Les ogives qui tiennent dans une valise peuvent faire plus de dégâts que Little Boy. Et surtout, beaucoup de déclarations de ces arsenaux sont tout simplement du bluff. Secret défense oblige, on compte sur la parole des États et par définition, cette parole est difficile à vérifier. Les bombes actuelles risqueraient de détruire un continent entier en cas de largage. Selon la Fédération américaine des scientifiques, les ogives américaines actuelles peuvent contenir l'équivalent de 455 000 tonnes de TNT, soit environ 30 fois Hiroshima. La Tsar Bomba, testée par les soviétiques le 30 octobre 1961, reste encore aujourd'hui la bombe thermonucléaire la plus puissante jamais essayée. 50 millions de tonnes de TNT, ça fait environ 3000 fois Hiroshima. Et ça, c'était il y a 64 ans. Le Stockholm International Peace Research Institute, le SIPRI, recense depuis 1966 le nombre d'ogives nucléaires en circuit dans le monde. Bilan, plus de 12 000 têtes nucléaires actuellement. La Russie en aurait environ 5 460, les États-Unis 5 177, la Chine 600, la France 290, le Royaume-Uni 225, l'Inde 180, le Pakistan 170, Israël 90 et la Corée du Nord 50. Bon alors on est bien d'accord, ces chiffres restent des approximations, mais ça donne déjà une vague idée de la hiérarchie. D'autant plus que le SIPRI révèle que 50% des ogives nucléaires en circulation seraient américaines et russes. Après Hiroshima et Nagasaki, la course a démarré. Les États-Unis ont commencé. 4 ans plus tard, en 1949, les Russes font exploser leur première bombe et ça surprend l'Ouest. Plusieurs scientifiques du Manhattan Project, comme Klaus Fuchs ou encore Theodore Hall, auraient transmis des informations confidentielles à Moscou. Mais alors, en plus des Américains et des Russes, qui possède la bombe aujourd'hui? De nouvelles puissances s'arment à leur tour. Et bah oui, y a pas de raison, eux aussi veulent être en position de dissuasion et non de pays intimidables. L'Iran est largement soupçonné de travailler à sa création et l'Arabie Saoudite souhaiterait l'avoir aussi. Aujourd'hui, il n'existe que 9 puissances nucléairement armées, en tout cas de reconnues. Et pour ça, on s'appuie sur les tests que les différentes puissances ont pu faire par le passé. Pour la faire courte, la Grande-Bretagne, c'est l'opération Hurricane le 3 octobre 1952. La France, c'est via l'essai Gerboise Bleu le 13 février 1960. La Chine, ce sera l'essai 596 le 16 octobre 1964. L'Inde, l'essai Smiling Buddha. Bon, petit euphémisme au passage pour le nom d'un test nucléaire. Ce sera le 18 mai 1974. Le Pakistan obtiendra lui la bombe via les essais Chagai 1 et Chagai 2 le 28 et 30 mai 1998. La Corée du Nord l'obtiendra elle via un essai souterrain le 9 octobre 2006 et Israël, bien qu'elle n'ait jamais fait de test. Et oui, car Israël n'a jamais reconnu officiellement posséder l'arme, mais tout le monde sait qu'il l'a. C'est un peu comme l'enfant avec du Nutella plein la bouche qui dit qu'il n'y a pas touché, c'est clair pour tout le monde. Et cette mécanique-là, elle a un nom. Ça s'appelle la politique d'ambiguïté stratégique. On reste dans le flou pour inquiéter l'adversaire sans faire de déclaration officielle. Ça permet une dissuasion, mais ça permet surtout des zones d'ombre diplomatiques et juridiques. Mais alors, comment Israël a obtenu la bombe et surtout comment on sait qu'ils l'ont? En 57, Israël signe un accord avec la France. La France, à l'époque très proche d'Israël, aide à construire un réacteur nucléaire civil à Dimona dans le désert de Negev. Ce réacteur est en réalité militaire, le site est caché, surveillé, et Israël refuse l'accès aux inspecteurs internationaux. Dans les années 60, le service secret américain découvre que Dimona sert à produire du plutonium de qualité militaire. En 69, le président américain Nixon accepte un compromis verbal avec Israël. Ok, vous gardez la bombe, mais vous ne l'annoncez jamais publiquement. Et puis Israël n'a jamais confirmé son arsenal. C'est en 86 qu'un technicien israélien, Mordechai Vanunu, dévoile au Sunday Times des photos et données prouvant qu'Israël a bien l'arme nucléaire. Il sera évidemment très vite kidnappé par le Mossad, ramené en Israël, jugé pour trahison et emprisonné pour 18 ans. Bon bref, on pourrait faire une vidéo entière là-dessus, mais c'était surtout pour montrer que dans cette course à l'armement, tout le monde ne s'est pas armé de la même façon et surtout n'est pas juridiquement encadré de la même manière. À son apogée, en 1980, on comptait dans le monde en circulation plus de 70 000 têtes nucléaires, suffisamment pour détruire la planète plusieurs fois, et ça il y a près de 50 ans. On est donc entré dans un système simple mais terrifiant. Son nom, MAD, Mutuellement Assured Destruction.
Traduction, personne n'utilisera l'arme parce que sinon l'autre ripostera et tout sera détruit. C'est peu élégant, mais c'est efficace. Mais la course ne s'est pas arrêtée pour autant. On a miniaturisé, multiplié les moyens d'attaquer, les ICBM qui enregistrent une précision à quelques dizaines de mètres, les MIRV, un seul missile peut transporter 10 têtes nucléaires indépendantes, les sous-marins, les missiles hypersoniques qui peuvent frapper partout en quelques dizaines de minutes, bref, le tout en gagnant en plus en précision. Les différents traités ont aidé à réduire certains stocks, mais les discussions militaires évoquent parfois des usages tactiques, et ça c'est flippant parce que ça banalise tout simplement la possibilité d'emploi. Mais bon, il est important de rappeler que ces différents chiffres et armes annoncées par les puissances sont à prendre avec des pincettes. Chacun grossit probablement ses stocks, voire sa puissance d'armes, pour paraître plus dissuasive sur l'échiquier international. C'est de la géopolitique, quoi. Après l'ère des essais et de l'accumulation, on a essayé d'encadrer tout ça. Parmi les traités notables, il y a le traité d'interdiction partielle des essais signé en 1963 par les États-Unis, la Russie et la Grande-Bretagne. Il interdisait les essais atmosphériques, sous-marins et spatiaux, mais pas souterrains. C'est l'un des premiers instruments de limitation. 5 ans plus tard, en 68, sera signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires, le TNP, qui limite la diffusion des armes nucléaires, encourage le désarmement et fait valoir un nucléaire civil contrôlé. 191 États en sont signataires, dont 5 possesseurs de la bombe. L'Inde, le Pakistan et Israël ne l'ont pas signé. La Corée du Nord l'avait signé avant de s'en retirer. De façon bilatérale cette fois, il existe les traités START entre les États-Unis et la Russie. START 1, signé en 91, en vigueur 3 ans plus tard, permet la première grande réduction vérifiable des arsenaux. START 2 n'entrera jamais en vigueur. SORT en 2002 engageait les Américains et les Russes à réduire les ogives déployées de 1700 à 2200 chacun. Et en 2010, New START limite avec encore plus d'inspections les ogives déployées. Le traité sera rompu par la Russie en 2023. La fragilité actuelle des traités entre ces deux puissances c'est l'une des plus grosses inquiétudes du moment. Parmi les encadrements existants du nucléaire, on retrouve aussi le traité sur l'interdiction des armes nucléaires signé en 2017. Alors lui, il a pour but d'interdire complètement la possession, le développement, les tests et l'emploi des armes nucléaires. Le problème, c'est qu'il est signé exclusivement par des puissances non nucléaires. Les USA, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël ou encore la Corée du Nord n'y adhèrent pas. La confiance se fragilise encore un peu plus quand en 2019, les États-Unis sortent du traité INF créé en 87, qui avait pour but de supprimer une catégorie de missiles longue distance pouvant aller jusqu'à 5500 km. Alors attention, ils en sortent parce que les Russes auraient a priori rompu leur part du deal. D'ailleurs, autre petite histoire, cette fois sur le Pakistan. Abdul Qadir Khan, considéré comme le père du programme nucléaire pakistanais, était un ingénieur qui a lancé la chaîne d'enrichissement par centrifuge, permettant à Islamabad d'obtenir l'arme. Mais entre 80 et 2000, il a aussi monté un réseau clandestin qui vendait du savoir-faire, des plans et du matériel liés à ces centrifuges. Et ça, il le vendait à des États comme l'Iran, la Libye ou encore la Corée du Nord notamment. Il ne vendait pas que les boîtes, il vendait aussi les plans et le mode d'emploi du magasin. Son réseau a montré que les contrôles à l'export étaient contournables, mais surtout les limites des traités quand le privé s'en mêle. Bon alors, pour l'instant, l'équilibre mondial autour du nucléaire perdure, même s'il se fragilise. On est déjà passé près de la catastrophe d'ailleurs. Pendant la crise de Cuba, un commandant soviétique aurait refusé de lancer une torpille nucléaire depuis un sous-marin. Cette décision sera considérée par beaucoup comme ce qui a évité la guerre nucléaire. Bref, les 6 et 9 août ont transformé le monde. On ne vit plus seulement des guerres de territoire, on vit dans un monde où la menace d'anéantissement pèse constamment sur la diplomatie. Dans la 3e et dernière vidéo de cette série, on basculera sur les conséquences humaines. Les survivants, les hibakusha, les shadow burns, les maladies et comment la mémoire au Japon et ailleurs se fragilise. Et oui, on parlera aussi de Godzilla ou encore de Miyazaki, parce que le nucléaire fait lui aussi partie de la pop culture aujourd'hui.